Parce que souvent, en fait, on se voile la face quand on achète des choses toutes faites. 1, c'est facile. 2, c'est rapide. Et 3, on se voile la face. On ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, mais en même temps, on fait en sorte de ne pas trop savoir non plus. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Hygiène de vie. Le podcast qui vous aide à retrouver une vie plus équilibrée, mais surtout à vous aider à passer à l'action et à reprendre votre vitalité en main. Je suis Alexandra, naturopathe et coach en hygiène de vie, et chaque semaine avec ce podcast, je vous donne des outils simples, réalistes et accessibles, des conseils et astuces autour de l'alimentation saine et bienveillante et du bien-être physique et mental. Et surtout, je vous donne l'énergie pour booster votre vitalité et reprendre votre santé en main. Si le podcast vous plaît, abonnez-vous sur la plateforme d'écoute de votre choix. Et pour me soutenir totalement gratuitement et le faire rayonner autour de vous, n'hésitez pas à le partager. Mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Belle écoute! Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Hygiène de vie. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode en solo, entre vous et moi. Vous tombez dans un état de somnolence après avoir mangé? Vous vous sentez peut-être H24? Vous avez le moral dans les chaussettes? Vous broyez du noir? Vos pensées sont peut-être confuses? Vous aimeriez vous sentir un peu plus en forme et avec plus d'énergie au quotidien? Bon, tout d'abord, soyez rassurés, vous n'êtes pas la seule à vous sentir comme ça. Il faut voir notre énergie vitale comme un réservoir dans lequel nous puisons quotidiennement pour vivre. Et comme je le dis très souvent, le corps est très bien fait. Par une alimentation adaptée, une mise en mouvement régulière de notre corps, un sommeil de qualité et un état émotionnel équilibré et serein, soit dit en passant les piliers de l'hygiène de vie en naturopathie, eh bien ce réservoir se remplit quotidiennement. Sauf lorsqu'il y a une fuite. Autant dire, s'il y a un trou, voire une large ouverture, eh bien ce réservoir se vide aussi vite, voire encore plus vite que son remplissage. Et c'est là que l'on s'épuise jour après jour. Nos organes surcompensent et peuvent au fur et à mesure dysfonctionner. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent créer ces fameux trous. Mais aujourd'hui, je souhaite m'intéresser à notre Pareto de l'énergie vitale en mettant l'accent sur 3 d'entre eux. 3 facteurs très courants que je vois très régulièrement chez mes clientes et que j'appelle les 3 puiseurs d'énergie. Mais avant, c'est l'instant dédicace comme je les adore. Je souhaiterais mettre à l'honneur Cécile qui m'a gentiment partagé son commentaire sur Instagram. Merci pour tes posts, je les adore. Je suis en train de découvrir tes podcasts et j'aime beaucoup ton approche. Belle soirée. Eh bien, merci énormément Cécile pour ton message. Je suis très contente que les sujets que j'aborde puissent te plaire. En effet, le nombre d'écoutes de podcasts croît de jour en jour et je suis ravie de pouvoir vous apporter quelques éléments de réponse, de réflexion, voire même certaines remises en question. Et aussi certains petits bottages de fesses, comme j'aime bien les appeler, mais tout en douceur, bien sûr. C'est à présent à vous de me laisser votre note 5 étoiles sur Apple Podcast si vous le pouvez, ainsi que votre commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix. Ça aide vraiment le podcast à grandir de jour en jour et à être mieux référencé pour qu'il puisse à son tour toucher encore plus de personnes qui pourraient être aussi intéressées par les sujets que j'aborde. J'adore créer ces épisodes, mais il faut dire que ça prend quand même aussi beaucoup de temps entre la recherche des sujets, la préparation pour pouvoir vous apporter un contenu, je l'espère, de qualité, son enregistrement, son montage et aussi tout ce qui va avec sa diffusion. Bref, ce n'est pas pour me plaindre, loin de là, car j'adore vraiment faire ça, mais autant
que mon travail puisse toucher un maximum de personnes qui en auraient besoin. Et c'est justement grâce à vos notes, à vos commentaires et aussi à vos partages que les épisodes d'hygiène de vie peuvent se faire connaître de plus en plus et donc à être mieux référencés. Enfin bref, allez, assez bavardé, je vous laisse avec ce nouvel épisode qui, je l'espère, vous plaira. Belle écoute! Alors, pour commencer, mettons-nous d'accord. Un état de santé qui se dit optimal, s'obtient en répondant aux différents besoins vitaux de l'humain. Parmi ces différents besoins vitaux, il en existe 4 qui constituent les piliers de la santé en naturopathie, à savoir, comme je l'ai dit aussi en introduction, l'alimentation, l'activité physique ou la mise en mouvement, le repos ou le sommeil, et aussi la sérénité mentale, ce que j'ai appelé l'équilibre émotionnel. Ils sont tous en interdépendance les uns avec les autres et sont tous aussi importants les uns que les autres. Il n'y en a pas un plus utile ou plus futile qu'un autre. Néanmoins, pour aujourd'hui, je souhaite que l'on s'intéresse tout particulièrement aux puiseurs d'énergie venant de notre alimentation. Pourquoi ? Car tout simplement, l'alimentation et manger, c'est quelque chose que l'on fait justement quotidiennement. Alors vous allez me dire comme le sommeil, aussi l'aspect émotionnel, mais c'est quelque chose aussi qui est très palpable, peut-être finalement plus facile à modifier et à faire évoluer, car justement c'est quelque chose que l'on peut beaucoup plus mesurer de manière très factuelle. Concernant la sérénité mentale, j'y ai déjà dédié un certain nombre d'épisodes, comme par exemple mes 10 conseils pour se libérer de sa charge mentale, l'épisode 37, ou encore la prison du bien-être, qui est l'épisode 39. J'ai aussi fait en duo un épisode spécial sur le burn-out, qui est l'épisode numéro 7. Et je vous ai même partagé une routine de 10 minutes pour lâcher prise, qui est un épisode bonus. Enfin bref, vous voyez que j'ai déjà abordé certains sujets autour de la sérénité mentale à de nombreuses reprises et je continuerai bien entendu. Mais voilà, si vous êtes intéressé par les différents sujets que je viens d'aborder, que je viens de dénoncer, je vous mettrai tous les liens en barre de description de cet épisode. Et je vous invite grandement d'ailleurs à aller y jeter une petite oreille pour vous occuper de votre hygiène émotionnelle. Mais revenons à nos moutons. Quels sont ces 3 puiseurs d'énergie qui créent ces fuites dans notre réservoir de vitalité ? Alors, le tout premier, c'est le sucre. Je pense que là, vous allez me détester parce que ce sont des choses que je radote. En France, un adulte consomme en moyenne 30 à 35 kg de sucre par an, soit 6 à 7 fois plus qu'il y a 40 ans. Autant dire que le sucre, c'est une vraie drogue, puisqu'elle est addictive et on ne peut plus s'en passer. Alors certes, le sucre et notamment la famille des glucides sont des pourvoyeurs d'énergie, mais pas n'importe quel sucre et pas dans n'importe quelle quantité non plus. Quand on est fatigué, triste, déprimé, contrarié, stressé, seul, on a souvent une propulsion naturelle pour manger sucré. Alors ça peut être une tablette de chocolat noir ou même plusieurs tablettes, un simple yaourt avec du miel, mon petit péché mignon. Et encore là, on reste sur des choses plutôt saines. Mais il y a pire, des gâteaux de style Pépito, des petits écoliers, des Kinder chunky comme je les adorais quand j'étais plus jeune, et compagnie, et compagnie. Ça vous parle ? Alors pourquoi cette addiction ? Parce que le sucre a la propriété de faire sécréter par le cerveau de la dopamine. Alors la dopamine, c'est un neurotransmetteur, une molécule qui procure du plaisir par l'activation d'une sorte de système de récompense.
La dopamine est d'ailleurs liée à des plaisirs abstraits comme écouter de la musique par exemple. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sucre induit les mêmes réactions neurologiques que par exemple le simple fait d'écouter de la musique. Elle apporte donc du plaisir et de l'euphorie à l'organisme, chose que généralement on recherche lorsque justement on est contrarié, on est triste, on est déprimé, on est fatigué, etc., etc. Plus on consomme de sucre et plus le corps devient dépendant car le cerveau il va s'adapter, il va fabriquer encore plus de récepteurs à la dopamine et plus il y a de récepteurs à la dopamine, et bien plus il faudra de dopamine pour combler ces récepteurs. Et comme il faut satisfaire ces récepteurs, eh bien on doit manger de plus en plus de sucre. Donc en gros, notre seuil de satisfaction au sucre et notre seuil d'euphorie, on va dire, augmente au fur et à mesure que l'on augmente notre consommation de sucre. Donc c'est vraiment le chat qui se mord la queue. D'ailleurs, si vous voulez creuser davantage ce sujet vraiment du sucre, eh bien j'avais créé au tout début du podcast Hygiène de vie un épisode dédié spécifiquement au sucre avec différentes alternatives que je vous ai partagées. Il s'agit de l'épisode numéro 3. Mais alors pourquoi faudrait-il décrocher du sucre ? Ok, on est addict au sucre, il apporte du plaisir et de l'apaisement, en tout cas il procure de l'apaisement et du plaisir, mais dans ce cas pourquoi l'arrêter ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le sucre fait aussi produire par le pancréas, qui est qu'on appelle une annexe digestive, une glande, de l'insuline. Donc, l'insuline qui est cette hormone qui a le rôle de faire baisser le taux de sucre dans le sang, la glycémie, qui n'est pas un état d'équilibre et un état normal pour le corps. Quand on mange diverses sucreries, mais aussi des glucides de manière générale, mais là on s'attache quand même plus au sucre, le taux de sucre dans le sang, la glycémie, va augmenter. Et c'est là que l'insuline rentre en jeu puisque son rôle va être de maintenir un niveau de sucre présent dans le sang normal, en tout cas pas trop élevé. Cette hormone va donc se charger de diminuer le taux de sucre dans le sang en dispatchant ce sucre supplémentaire vers le foie, vers les muscles et aussi vers les tissus adipeux, les cellules graisseuses. Et en général, quand on mange beaucoup de sucre, et notamment que l'on n'a pas d'activité physique derrière, eh bien, que ce soit le foie ou les muscles, eh bien, ils sont très vite saturés. Et donc, une partie du sucre va être stockée en tant que glycogène dans le foie et les muscles, et une autre plus grande partie encore va être directement transformée en graisse, soit ce qu'on appelle aussi les triglycérides. Et les conséquences de ça, je pense que vous les connaissez largement, c'est la prise de poids, l'obésité et différents troubles cardiovasculaires. Mais faudrait-il arrêter totalement le sucre et quel sucre finalement bannir ? Il ne s'agit pas ici de supprimer le sucre, car le sucre, comme je vous l'ai dit, fait partie de la famille des glucides et donc est une source d'énergie pour le corps. Mais pas n'importe quel sucre et encore une fois, pas dans n'importe quelle quantité. Il s'agit surtout ici du sucre raffiné, celui qui sert d'aliment de référence pour l'index glycémique. Il s'agit d'un sucre, le sucre raffiné qui est le sucre blanc, a un indice glycémique égal à 100. Et ce sucre est partout. Il est dans les produits industriels, il est dans le pain blanc, donc la fameuse petite baguette blanche que l'on mange facilement le dimanche matin, accompagné en plus de ça d'une confiture pas toujours les plus faites maison, ou alors d'une superbe pâte à tartiner à la noisette dans laquelle le premier ingrédient n'est absolument pas de la noisette. On retrouve aussi ce sucre dans les pâtes blanches, les produits céréaliers blancs, raffinés, mais aussi tous les gâteaux industriels. Mais aussi, potentiellement, les gâteaux que vous faites maison si vous utilisez du sucre de table, du sucre blanc raffiné. Et c'est justement de ce sucre-là dont je parle et qu'il faudrait absolument supprimer de votre alimentation. Lisez bien les étiquettes et ne dépassez pas non plus les 2 grammes pour 100 grammes de sucre contenu à l'intérieur de votre produit fini.
Déjà, rien qu'en remplaçant les produits blancs par des produits complets, votre sucre blanc par des alternatives de sucre beaucoup plus naturelles, eh bien déjà, vous allez supprimer une grande partie de ce sucre raffiné. Et qu'en est-il des fruits ? Les fruits contiennent aussi du sucre sous forme de fructose, mais pas que. Ils possèdent aussi des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments. Donc les fruits sont avant tout utiles pour notre vitalité justement. Donc je vous conseille de ne pas les supprimer. Encore une fois, quand on parle de 5 fruits et légumes par jour, c'est pas 5 fruits, c'est peut-être 1 ou 2 fruits et plutôt 3 portions de légumes. Et je vous conseille également de les consommer plutôt crus et en dehors des repas pour mieux les digérer et donc bénéficier de toutes leurs vitamines et non pas que de leur sucre. Et ensuite, concernant le nombre de fruits que vous consommez, ça dépend aussi du reste de vos repas et du reste de votre équilibre alimentaire. Si vous consommez, je sais pas moi, 2 ou 3 parts d'un gâteau même fait maison ou dans lequel il y a du sucre même naturel, ça reste une quantité de sucre que vous ingérez. Peut-être dans cette journée-là, ce n'est pas la peine de rajouter un smoothie dans lequel il y a déjà encore 4 ou 5 fruits supplémentaires. Tout dépend vraiment de l'équipe. Par contre, si c'est une journée où il n'y a pas d'autres sources de sucre en tant que telle, peut-être que là, vous pourriez monter un peu plus et passer de 1 à 3 fruits par exemple, peut-être même 4 en fonction de leur taille, en fonction aussi de votre activité physique. Donc je ne peux pas ici vous donner des chiffres exacts, mais essayez surtout en fait de faire de dézoomer votre journée et ne pas uniquement vous concentrer sur la prise de repas que vous faites, mais bien sur vos besoins en fait quotidiens. Comme je le disais avant, les glucides sont importants en tant que source d'énergie pour le corps. Donc on ne peut pas les bannir et ça je souhaite vraiment insister sur ça parce que on voit beaucoup émerger des différents régimes dits par exemple la diète cétogène, etc. qui bannissent une catégorie d'aliments. Mais si ces aliments-là existent dans la nature, c'est que nous en avons besoin. Le seul problème c'est que nous ne savons pas finalement lesquels consommer ni dans quelle quantité. Donc ne pas les bannir et choisir ces glucides en privilégiant des glucides complexes à indice glycémique moyen à bas, sans non plus faire une fixette, parce que si on commence à faire une fixette sur tout ce que l'on mange, là c'est peut-être aussi le risque d'aller vers une alimentation un peu plus émotionnelle, un peu plus compulsive et potentiellement des troubles du comportement alimentaire comme l'anorexie mais aussi par exemple l'orthorexie. Alors petite parenthèse, l'orthorexie c'est le fait d'être un peu obnubilé par l'alimentation dite healthy, dite saine. Donc c'est aussi en fait une forme d'alimentation compulsive et je souhaite le dire et peut-être jeter une pierre dans la mare, mais prenez conscience de ça si vous êtes une personne qui est un peu obnubilée par tout ce que vous mangez et vous mesurez absolument tout, sauf si vous êtes dans un cas particulier d'un régime alimentaire particulier, un protocole, etc. Ou même peut-être, je sais pas moi, un entraînement sportif spécifiquement, mais si ce n'est pas le cas, il n'est pas nécessaire de tout mesurer et de tout calculer. Sinon, vous risquez derrière de développer un comportement malsain avec votre assiette. Là où il faut le faire donc très attention surtout, c'est le matin. Pourquoi ? Parce que le matin, surtout pour nous les Français, nous avons pris l'habitude d'avoir un petit déjeuner qui est extrêmement sucré. Donc les viennoiseries, oui c'est très gras mais c'est aussi très très sucré. Le verre de lait qui est riche en lactose, qui est un sucre. Comme je disais tout à l'heure, le pain, une petite baguette de pain blanc avec de la confiture. Ou alors le bol de céréales que l'on achète. Et même si on a pris du granola avec des flocons d'avoine, selon la marque, vous pouvez avoir énormément de sucre à l'intérieur. Donc bref, c'est une bombe de sucre dès le matin. Mais le problème, c'est que le corps, en sortant de sa nuit de jeûne, n'est absolument pas prêt à accueillir tout ce sucre. Le sang a la glycémie au plus bas, donc il n'y a pas de sucre dans le sang, quasiment pas. Et en commençant par un repas très sucré, en fait, on provoque un choc glycémique. Et donc là, en fait, il faut savoir que c'est comme si... vous étiez dans un environnement calme, serein, avec des petites bougies, une petite musique douce, et puis d'un coup, quelqu'un frappe à la porte,
Et quand vous ouvrez, il arrive avec les enceintes, les amplis et une grosse musique techno. Vous voyez, il y a quand même un choc un peu on-off entre la situation d'avant et la situation d'après lorsque vous avez ouvert votre porte. Eh bien, c'est un peu ça en fait entre la nuit et le petit déjeuner. Donc il faut essayer de préparer le corps en douceur et surtout pas lui infliger ce choc glycémique. Et comment faire? Eh bien, plutôt privilégier des petits déjeuners qui sont plus riches en gras et plus riches en protéines. Donc ça va éviter du coup de manger autant de sucre et en plus ça va vous rassasier davantage sur votre matinée. Et comment faire pour le goûter? Eh bien pour le goûter c'est un peu moins problématique. Pourquoi? Parce que justement le corps est déjà beaucoup plus prêt et en plus si on fait appel un petit peu, je ne sais pas si vous connaissez le principe de la chronobiologie, c'est en fait l'art de se nourrir en fonction de son rythme biologique mais en fonction notamment des sécrétions d'enzymes digestives que le corps crée en fonction de la journée. Eh bien, pour digérer les glucides, on a besoin de certaines enzymes comme par exemple la glucase, qui est largement et en tout cas beaucoup plus sécrétée à partir de la mi-journée. Donc à partir, quand je dis mi-journée, c'est après le déjeuner, donc plutôt aux alentours de 15h, 16h et à peu près jusqu'à 18-19h. Donc c'est là où le goûter finalement, il est même des fois important pour certaines personnes, il n'est pas forcément non plus à bannir si vous avez faim et surtout vous pouvez un peu plus vous lâcher sur le sucre. Donc si vous êtes une petite bouche sucrée, et eh bien justement vos petits gâteaux, éventuellement je ne sais pas si vous mangez par exemple du pain avec de la confiture au matin, si vous voulez vraiment vous faire plaisir, vous pouvez garder ça, mais en tant que collation de l'après-midi. Ça n'empêche qu'il vaut mieux quand même aussi aller vers des alternatives saines de vos sucres. Ça n'empêche pas le pain de prendre plutôt un pain complet et une confiture où il n'y a pas 50% de sucre blanc mais peut-être plus un 80-20 et un sucre naturel, un sucre de canne complet par exemple. Car je vous vois venir avec vos Kinder au goûter. Et dernière chose aussi pour la notion de sucre, eh bien une petite astuce c'est de faire aussi un maximum vous-même. Alors faire soi-même c'est pas forcément compliqué, hein. Vous avez un tas de recettes sur les réseaux sociaux maintenant, sur internet, et j'en fais aussi donc n'hésitez pas à aller voir mon site internet, mais voilà, il y en a plein maintenant, des recettes, vous tapez recettes gâteaux simples healthy par exemple, et vous allez avoir un tas de recettes qui sont ultra faciles à faire, qui ne demandent pas beaucoup d'ingrédients, et que vous pouvez faire en grande quantité, et vous, par exemple faire un cake, le faire en grande quantité, vous le tranchez, et vous congelez chaque tranche individuellement, comme ça vous pouvez les décongeler au fur et à mesure, vous avez toujours un cake frais à votre disposition. Et ça vous évite de craquer sur tout et n'importe quoi. Et le deuxième avantage de faire soi-même, c'est que aussi vous prenez conscience des quantités, des ingrédients que vous intégrez dans votre préparation. Parce que souvent, en fait, on se voile la face quand on achète des choses toutes faites. 1, c'est facile. 2, c'est rapide. Et 3, on se voile la face. On ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, mais en même temps, on fait en sorte de ne pas trop savoir non plus. Donc voilà, c'est bien aussi de faire face un peu à la réalité pour prendre conscience. Donc en faisant vous-même, vous savez exactement la quantité de sucre que vous avez mis à l'intérieur. Bon, le sucre c'est fait. Maintenant que je vous ai perdu parce que vous en avez marre de m'entendre parler encore de sucre, passons à notre deuxième puiseur d'énergie, à savoir le combo gagnant gluten et lait de vache. Bon, je vous vois déjà froncer les sourcils et vous dire « Non mais elle a qu'à nous dire de manger que des feuilles de chou tant qu'on y est. » Eh bien oui, c'est exactement ça. Non, je plaisante. Déjà, intéressons-nous à notre copine la vache. Pourquoi c'est mauvais pour notre santé et celle aussi de nos enfants? Premièrement, on regarde les animaux. Une fois sevrés du lait maternel, ils arrêtent d'en consommer. Seul l'homme continue à boire du lait de vache, du lait et en plus d'un autre animal, au-delà de la petite enfance. En plus, l'homme, c'est aussi la seule espèce sur Terre qui consomme le lait d'une autre espèce à l'âge adulte après le sevrage. Aucun animal vivant sur cette planète ne continue
à boire du lait après le sevrage, et encore moins celle d'une autre espèce. Et aucun animal ne souffre de maladies osseuses, en tout cas identifiées à ce jour. Deuxième chose, le lait de vache contient du sucre aussi, notre fameux copain le sucre, le lactose. C'est ce fameux sucre et qui est digéré par une enzyme qu'on appelle la lactase. Mais cette enzyme, arrête d'être sécrétée, ou en tout cas sa sécrétion diminue fortement après justement la petite enfance, aux alentours de 4 à 6 ans selon les enfants. Et donc c'est pour ça aussi que les animaux arrêtent de boire du lait maternel une fois qu'ils sont sevrés. Ce lactose qui ne peut plus être divisé et donc fragmenté par la lactase, puisque finalement il n'y a plus assez de lactase dans notre corps pour s'en charger, va directement passer dans le sang sous forme justement d'une grosse molécule, alors que les autres nutriments qui passent dans le sang sont préalablement divisés en petites micro-molécules qu'on appelle par exemple les glucoses, les acides aminés, les acides gras, par les différentes enzymes justement pour être mieux assimilés par notre organisme et donc mieux pénétrer dans les cellules et donc mieux nourrir nos cellules et notre énergie vitale. Et du coup, notre système immunitaire va se mettre en branlement de combat, il va lancer des processus d'inflammation pour se protéger de ces fameuses justement macromolécules qu'il considère comme étant étrangères. Et justement, en s'emballant de manière trop fréquente, notre système immunitaire va finir par développer des allergies à des agresseurs qui sont typiquement anodins, comme par exemple les poils de chat, les graminées ou d'autres choses comme ça, et aussi des inflammations chroniques comme des maladies inflammatoires, les rhinites, les sinusites, les rhinopharyngites, les tendinites, les dermatites, enfin tout ce qui finit un peu en ite. Donc c'est pas forcément... Quand on n'est pas allergique au lactose, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément boire du lait de vache et manger du lactose. Parce qu'au final, en fonction des personnes et en fonction de leur terrain, quoi qu'il arrive, il y a un processus inflammatoire qui se met en route à force de consommer ce lactose. Et ce processus inflammatoire, en dégénérant, il peut avoir d'autres impacts qu'une simple intolérance au lactose, disons. Il peut développer d'autres intolérances à d'autres choses. Mais la cause initiale, ce n'est pas ces autres choses, mais ça peut être le lactose. Voilà pourquoi on dit souvent que les produits laitiers de vache sont des produits pro-inflammatoires. Et la troisième chose, ce sont tous ces facteurs de croissance et ces toxines qui sont contenus dans les produits laitiers de vache, donc le lait de vache. Les produits laitiers aujourd'hui n'ont absolument rien à voir avec ceux que buvaient nos parents et nos grands-parents. Là où les vaches de nos grands-parents broutaient de l'herbe d'un sol plutôt sain, nos vaches actuelles maintenant, elles sont bourrées d'antibiotiques, elles sont nourries de végétaux qui sont remplis d'insecticides, de fongicides, de pesticides, bref, plein de toxiques. Donc comprenez bien que lorsque vous ingérez tout ça, aussi dans les produits laitiers que vous consommez, les impacts que ça peut avoir aussi dans votre corps à vous. Et pour rajouter une couche sur tout ça, parce que je sens que je vous démoralise depuis tout à l'heure, le lait de vache contient aussi une grande quantité de facteurs de croissance qui va justement booster la multiplication de nos cellules, puisque ce facteur de croissance qui est à la base destiné aux petits veaux pour qu'ils puissent grossir de jour en jour et notamment atteindre 300 kg. L'homme, lui, ne pèse pas 300 kg et il n'est pas conçu pour peser 300 kg. Donc on peut bien imaginer les dégâts énormes que ce facteur de croissance peut faire au niveau de nos divisions cellulaires, de toutes nos cellules, même les cellules qui sont justement précancéreuses et les cancéreuses. D'ailleurs, il y a de nombreuses données épidémiologiques qui indiquent qu'une consommation abusive de produits laitiers pourrait être un facteur de risque pour le cancer de la prostate. J'ai lu une publication sur ça, donc je vous mettrai, si ça vous intéresse de creuser, le lien de cette étude dans l'article lié à l'épisode.
Et dernière chose pour le lait de vache, c'est son impact sur l'hyperméabilité intestinale. Donc notre intestin, c'est l'une des plus grandes barrières entre l'extérieur et l'intérieur de notre organisme, environ 300 mètres carrés. Il nous permet d'apporter les nutriments, donc c'est là, en fait, c'est notamment dans l'intestin grêle que se fait une grande majorité de l'assimilation et de l'absorption de nos nutriments, micronutriments, oligo-éléments, vitamines, etc., dont chacune de nos cellules ont besoin pour se construire et pour fonctionner correctement. L'intestin, il va tout d'abord réduire en molécules très simples les aliments que nous ingérons pour leur permettre d'être utilisés justement par les cellules. Il va absorber ces molécules en passant par un type de cellules qu'on appelle les entérocytes. Et ces cellules sont soudées les unes aux autres par des jonctions serrées qui vont agir comme une sorte d'élastique pour permettre aux entérocytes de rester bien accrochés entre eux et donc de créer une barrière efficace. Donc il faut un peu imaginer plein de petits hommes qui sont attachés les uns avec les autres par les coudes par exemple. Et toujours à cause d'une carence en lactase, donc cette fameuse enzyme qui est censée dégrader le lactose contenu dans le lait de vache et que nous ne sécrétons quasiment plus à l'âge adulte, eh bien le passage justement de ce lactose au niveau de cette barrière intestinale qui est bien soudée va au fur et à mesure épuiser cette paroi intestinale, les entérocytes, et va provoquer du coup ces fameuses fermentations récurrentes qui vont abîmer et altérer jour après jour notre flore intestinale, qu'on appelle aussi le microbiote intestinal. En fait, ces différentes fermentations qui sont répétitives, si on consomme régulièrement des produits laitiers de vache, eh bien, vont finir par détruire les entérocytes, donc ces fameux petits hommes qui se tiennent par les coudes pour former une barrière, et d'étendre l'élastique et les jonctions serrées, le microbiote intestinal en une véritable passoire. En gros, on peut dire que l'intestin, c'est une passoire chinoise. Vous savez, les petites passoires à micro-trous. Eh bien, en fait, à force de toxines, et notamment à force d'exposition de ce lactose au niveau de la paroi intestinale provoquant des fermentations, eh bien cette passoire chinoise va se transformer en passoire à gros trous tout simplement, laissant passer les toxines et les molécules qui ne devraient pas passer dans notre organisme à l'origine. Et donc face à ces différents agresseurs, eh bien, notre système immunitaire se remet en branlement de combat et là encore, on va l'hyper solliciter, amenant derrière eh bien, des réactions pro-inflammatoires et potentiellement le développement de certaines allergies ou maladies chroniques dont j'ai déjà parlé, donc je ne vais pas revenir dessus. Donc voilà un petit peu l'impact des produits laitiers de vache, en tout cas sur notre organisme. Donc maintenant que je vous ai encore une fois bien pourri peut-être votre marche, votre matinée, votre soirée, mais je n'aime pas vous laisser qu'avec des problématiques, j'aime bien vous apporter des solutions. Donc comment faire sans lait de vache ? Eh bien, outre le lait d'amande que peut-être vous connaissez aussi certainement, il existe une multitude de substituts au lait de vache qui contiennent aussi du calcium et un calcium qui est beaucoup plus assimilable que celui contenu dans le lait de vache, car entre parenthèses, le calcium est un oligo-élément dont l'assimilation et l'absorption se fait au niveau de l'intestin, mais comme on vient de le dire, lorsque cet intestin est fragilisé, eh bien en fait plus rien ne passe en fait. Donc soit plus rien ne passe ou alors tout passe, des toxines, et en fait l'organisme est tellement en feu qu'il n'y a aucune assimilation possible au niveau des cellules. Donc boire du lait de vache pour faire soi-disant un plein de calcium, au final ça ne sert pas à grand chose. Et donc ces autres alternatives au lait, eh bien, ce sont ce qu'on appelle les boissons végétales. Donc
il y a un tas de boissons végétales maintenant que l'on peut trouver facilement en supermarché. Il y en a aussi certains qu'on peut facilement faire soi-même. J'ai des recettes d'ailleurs sur mon site internet, sur mon blog. Mais vous avez par exemple les noisettes, le lait de coco, le lait de riz, le lait d'avoine, le lait d'épeautre, le lait de sarrasin, le lait de quinoa, le lait d'orge. Et en fait, en gros, tous les laits à base de graines. Mais finalement, tout ce qui est lait de coco, lait de soja, lait de riz, lait d'avoine, etc., c'est très, très facilement trouvable à présent. Donc juste veillez encore une fois à la liste des ingrédients parce que vous pouvez aussi avoir des boissons végétales dedans où il y a du sucre et de l'huile, donc c'est pas forcément une très bonne alternative non plus, mais juste faites attention aux ingrédients tout simplement. Deuxième façon aussi de se séparer, en tout cas de remplacer le lait de vache, notamment pour les produits laitiers de type yaourt, eh bien c'est de remplacer par exemple votre yaourt par une compote de pommes, par une compote de fruits par exemple, ou si c'est vraiment trop difficile de renoncer à un produit lacté, eh bien vous pouvez remplacer vos yaourts encore une fois par des yaourts végétaux de type soja ou coco qu'on trouve très facilement ou amandes, mais aussi par des yaourts de brebis ou des yaourts de chèvre qui possèdent entre nous un petit peu de lactose mais beaucoup moins et sont également beaucoup moins pro-inflammatoires et beaucoup moins riches en facteurs de croissance puisque ce sont des plus petits animaux et en antibiotiques. Ensuite, pour l'alternative au beurre, qui est un produit de vache aussi, vous avez l'huile de coco, tout simplement. Vous avez aussi le ghee, qui est le fameux produit, le fameux alicament ayurvédique. J'en ai déjà parlé dans un épisode sur l'Ayurveda, qui est l'épisode numéro 4, il me semble. Donc on parle du ghee. Je vous avais également mis dans l'article lié à cet épisode un PDF téléchargeable dans lequel vous retrouvez une recette pour faire votre ghee, mais en tout cas c'est très simple à faire. Bref, c'est un produit, finalement le ghee c'est issu du beurre, mais dans lequel on ne retrouve ni la caséine ni le lactose justement. Et quatrième alternative possible, souvent produit laitier égale fromage, et bien encore une fois vous pouvez consommer par exemple, tout en restant pas forcément des grosses quantités, mais vous pouvez quand même consommer des fromages de brebis et des fromages de chèvre pour les mêmes raisons que je viens de citer sur les yaourts. Donc voilà un petit peu les différentes alternatives possibles aux produits laitiers de vache. Ensuite, je vous ai parlé aussi du combo gluten-lait de vache. Donc là, passons au fameux gluten. Donc pour faire plus rapide sur ce point, sachez que contrairement au lait de vache, je ne suis pas du tout contre le gluten. Bien au contraire, car encore une fois, eh bien, ce produit-là, le gluten, cette protéine-là, se trouve dans certaines céréales, qui sont aussi, qui possèdent également de nombreuses vertus nutritionnelles, donc ce ne serait pas intéressant de s'en priver. Encore une fois, ça dépend aussi si vous êtes une personne intolérante, avec la maladie de cœliaque par exemple, ou aussi de votre terrain tout simplement, mais de manière générale, si vous n'êtes pas intolérante ni quoi que ce soit, il n'y a pas de raison de vous priver du gluten, si vous n'en abusez pas non plus. Donc je ne vous demande absolument pas de supprimer le gluten si vous n'êtes pas intolérante. En revanche, sachez quand même qu'il reste irritant, que c'est une colle, qu'il y a plus de gluten qu'avant dans nos produits céréaliers, notamment dans le blé, donc il vaut mieux le modérer. Et qu'aussi il est intéressant de trouver d'autres céréales alternatives pour alterner, tout simplement, pas toujours manger des pâtes au blé. Vous pouvez très bien alterner avec du quinoa, du millet, du sarrasin, du petit épeautre, du riz, voilà, toutes ces céréales alternatives qui certaines ont du gluten, d'autres non, mais aussi ont d'autres minéraux et vitamines bien plus intéressantes en termes de nutrition et de micronutrition que le blé. Voilà, donc pas de suppression de blé en tant que tel, juste le limiter en l'alternant. Donc maintenant que nous avons parlé des deux premiers puiseurs d'énergie, je résume un petit peu. Il y a 1, le sucre et 2, en gros le combo gluten-lait de vache. Passons au troisième puiseur d'énergie pour terminer en beauté cet épisode. Et là, je vais vous parler du café ou du thé.
Alors autant je ne suis pas une grande consommatrice de thé, autant si vous me connaissez un peu et que vous me suivez notamment sur mes réseaux sociaux, eh bien vous devez certainement savoir que je suis une adepte du café. J'adore son odeur, j'aime beaucoup ses saveurs en fonction de sa provenance et j'aime aussi tout le rituel et tout l'émotionnel que ça amène et qu'il y a autour. Mais pour autant, je suis aussi également consciente de ce qu'il apporte autant en termes de bienfaits qu'en méfaits sur notre santé. Alors du coup, je le consomme, mais en tout état de cause et en conséquence. Alors pourquoi le café et le thé puisent notre énergie ? Eh bien, il faut savoir que ce sont des aliments que nous utilisons pour stimuler nos aptitudes physiques ou psychiques. La molécule active du café, c'est la caféine, celle du thé, c'est la théine. Et notre corps considère la caféine comme un produit toxique. Donc l'effet coup de fouet d'une tasse de café est en fait dû à une réaction de rejet de notre corps pour cette caféine. Pour le thé, la molécule toxique, comme je vous l'ai dit, c'est la théine, et donc le corps réagit de la même manière. Et donc notre organisme va tout faire parce qu'il est très bien fait encore une fois, pour éliminer ces toxines et ce qui va nous donner un effet un petit peu trompeur de dynamisation en fait de l'organisme. Ces molécules toxiques sont finalement aussi des produits qui sont dits acidifiants. Donc rappelez-vous un peu de l'épisode que j'ai fait sur l'acidité et ce que engendre un corps acide sur le développement de certaines pathologies. Il bloque aussi la digestion et aussi il favorise les fermentations. Donc lors de ces fermentations, il y a la production de nouvelles molécules toxiques qui vont encore plus acidifier le corps. Donc le café ou le thé nous stimule et si on n'arrive pas à s'en passer, eh bien il vaut mieux les consommer à certaines heures. Un bon café ou un bon thé à la fin du repas, c'est pas forcément recommandé pour les raisons que je viens juste d'expliquer, mais aussi parce que le café va avoir tendance à provoquer une vidange gastrique qui est précoce. Donc j'en avais parlé dans un épisode qui s'appelle les 10 habitudes alimentaires à absolument éviter. Donc je vous mettrai aussi en barre de description de l'épisode si vous voulez l'écouter, mais je faisais un petit topo justement sur la prise de café après un repas. Et la caféine va aussi bloquer la digestion du repas. Donc le repas va finalement fermenter pendant 2 heures dans l'estomac et ce qui va provoquer des putréfactions de protéines, la formation de gaz et d'acides et toutes ces fermentations, tous ces ballonnements et ces flatulences que vous connaissez peut-être. Et le thé, quant à lui, il est surtout sa théine, il est inhibiteur de fer. Donc surtout pour nous les femmes, il faut absolument éviter de trop consommer de thé, mais surtout de ne pas en consommer durant un repas ou à proximité d'un repas pour éviter justement que le fer qu'on a consommé dans le repas ne soit pas assimilé et donc potentiellement derrière amène à une carence de fer. Donc quelle solution pour ça ? Alors je ne veux pas vous laisser comme ça, bien entendu. Pour le café et le thé, on va les préférer du coup en dehors des repas, au moins 2 heures avant ou après un repas ou une prise alimentaire. On peut aussi en consommer car ils sont quand même riches en antioxydants, mais pas de manière totalement démesurée. C'est comme tout, du bon café à la bonne heure et dans la bonne quantité. C'est comme pour le sucre. Et pas non plus en remplacement de l'eau pure. Car le thé et le café sont déshydratants. La caféine et la théine sont déshydratants. Donc 1 à 2 tasses par jour maximum, pourquoi pas, voire peut-être 1 jour sur 2. Voilà, tout dépend aussi de votre amour pour le café et pour le thé. Pour le thé, vous pouvez aussi privilégier des infusions par exemple. Le café, vous pouvez aussi peut-être alterner avec de la chicorée aussi. Vous pouvez tester plein de types d'alternatives possibles pour essayer de diminuer votre consommation de café. Si vous étiez à 4 tasses, peut-être passer à 2 tasses et 2 tasses de chicorée, ou alterner avec de l'infusion, ou ensuite 1 jour sur 2, enfin peu importe, mais juste
Il n'y a pas de meilleure solution, il y a votre solution, mais sachez que le café n'est absolument pas la bonne solution, en tout cas pour vous maintenir éveillé. Bien au contraire, c'est juste un pansement assez sale que vous mettez sur une plaie. Voilà pour cet épisode. Donc je résume les 3 puiseurs d'énergie vitale, à savoir le sucre, notamment tous les sucres raffinés bien entendu, et je ne parle pas de la famille des glucides, attention, je ne vous dis pas de supprimer les glucides. Ensuite, le deuxième puiseur d'énergie, c'est ce fameux combo gluten lait de vache. Autant le lait de vache, à titre personnel, je ne vois aucun intérêt à en consommer, il n'y a que des conséquences pour moi négatives sur la santé. Autant le gluten, pas nécessairement le supprimer et l'éradiquer, tout dépend de votre terrain et comment vous le tolérez, mais en tout cas alterner avec d'autres types de céréales qui sont moins riches ou qui n'ont pas de gluten, de manière aussi à apporter un peu de variété dans votre alimentation, parce qu'encore une fois l'alimentation saine, c'est l'alimentation qui est variée. Et troisième puiseur d'énergie, c'est le café et le thé, qui certes sont riches en antioxydants, mais derrière sont des perturbateurs de la digestion, sont également des sources de toxines et potentiellement pour le thé sont des inhibiteurs de fer. Donc à consommer de manière, encore une fois, limitée, mesurée, de qualité et apporter un petit peu de variété également dans vos prises de boissons en intégrant par exemple de la chicorée, des infusions. Et surtout, comme ils sont déshydratants, ne pas oublier de boire de l'eau pure à côté. Sachez que pour une tasse de café, si vous voulez compenser l'effet déshydratant du café, il faudrait boire l'équivalent de 3 tasses d'eau à côté. Voilà pour les 3 éléments ou familles qui créent des trous dans notre réservoir d'énergie vitale et qui diminuent au fil du temps et tout doucement notre vitalité. Tout est question de juste mesure, de conscience dans ce que vous faites ou dans ce que vous ne faites pas. Ce n'est pas non plus la peine de vous sacrifier, de supprimer un aliment radicalement qui vous fait vraiment plaisir, mais juste de le consommer modérément, en veillant à sa qualité et peut-être au meilleur moment de votre journée, de manière à minimiser ses effets néfastes pour votre santé. Bon, en tout cas, j'espère que je ne vous ai pas trop démoralisé. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter, à revenir vers moi. Et mes différentes solutions pour vous, sachez que je propose des accompagnements individuels et à distance par visioconférence en hygiène de vie et aussi en alimentation émotionnelle. L'avantage de la visio, c'est que je vous envoie le replay audio de votre séance pour garder une trace à vie de nos échanges. C'est un peu votre podcast privé. Aussi, retrouvez mon guide Naturo qui s'intitule Plus jamais malade, un livre de plus de 140 pages dans lequel je vous partage mes conseils en termes d'alimentation santé et végétale, comment faire pour renforcer votre immunité au quotidien et comment prendre soin de votre digestion. Je vous mettrai tous les liens en description de cet épisode. Merci pour votre écoute. J'espère que ce nouvel épisode vous aura donné certaines clés pour retrouver un peu plus d'énergie et de vitalité dans votre quotidien, mais aussi des billes pour faire évoluer certaines habitudes sans pour autant vous sentir frustré. D'ailleurs, dites-moi à quel puiseur d'énergie êtes-vous addict en ce moment. Comme d'habitude, je vous mettrai toutes les notes de cet épisode du jour dans un billet blog disponible sur mon site internet. Le lien est encore et toujours en description de cet épisode. Si le sujet vous a plu, je vous invite à le partager sur Instagram en faisant une copie d'écran de l'épisode et en me taguant @alexandraportailnaturo et en taguant le compte du podcast @hygiènedevie.podcast pour que je puisse vous remercier en retour. En attendant, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao!